Bien, donc on va reprendre cette présentation en plénière avec la présentation de Jean-Pierre Vaillancourt, donc, qui nous vient du Canada, de la faculté de médecine vétérinaire du Canada. Donc je voudrais le remercier particulièrement d'avoir traversé l'Atlantique pour venir jusqu'à nous. Voilà, donc je pense qu'on peut y aller. On y va. Donc vous avez la parole pour 25 minutes. Je vous ferai un petit signe à 20 minutes si vous voulez bien. Et puis nous aurons ensuite 15 minutes de discussion et non pas seulement 5 minutes. Donc on aura le temps de discuter. Combien de minutes? Vous avez 25 minutes, 25? 30 minutes de présentation, 30 excusez-moi. minutes, oui, merveilleux. 30 minutes de présentation, je vous ferai un petit signe à 25 minutes, Ouais. 5 minutes avant. Il y aura 15 minutes de discussion. Si ce sont des minutes mexicaines, ça va être bon. Voilà, vous avez la parole. S'il vous plaît. Ben, écoutez, je vais commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord remercier les organisateurs. Et je suis un peu la partie exotique de la journée, étant donné qu'apparemment j'ai un accent. Tout est relatif, hein, parce que je trouve que vous en avez un très bon également. Manon Racicot est premier auteur pour deux raisons. La première, c'est que j'ai piqué beaucoup de ses diapos. Et la deuxième, c'est une ancienne étudiante au PhD, une de mes étudiantes, et je suis à un stade dans ma carrière où je préfère mettre les jeunes de l'avant. Et chaque année, il semble y avoir de plus en plus de jeunes. Alors, c'est vraiment très bien de pouvoir donner ces opportunités-là. Manon travaille pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Montréal. Je suis ici pour parler de biosécurité. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. En fait, je vais avoir l'occasion d'apprendre de vous et avec vous au cours de la prochaine année, car je vais faire une sabbatique. Au Québec, on appelle ça une année d'études et de recherche dans le cadre de la chaire en biosécurité du professeur Guérin à Toulouse. Et ceux qui connaissent Jean-Luc savent très bien que sa devise, c'est « bosser, toujours bosser ». Alors, j'ai l'intention de travailler fort avec vous. Il y a énormément de défis, évidemment. Quelqu'un, ce matin, parlait qu'il y a des crises aux 6 mois. Moi, ça fait 34 ans que je suis dans le domaine porcin et avicole. Et évidemment, on en a vu plusieurs. Mon message aujourd'hui, et ce n'est pas par hasard que vous voyez plusieurs personnes sur la première diapo, c'est que la biosécurité, c'est un problème ou la solution passe par les gens, par la communication. Il y a un aspect social à ça, d'adaptation aux circonstances du terrain. Je tiens à dire également que c'est un domaine où il est très utile de réinventer la roue. D'habitude, on dit, il ne faut pas faire ça, tandis qu'en biosécurité, si on veut avoir un plan qui se tienne, si on veut avoir de l'observance, il faut absolument essayer d'avoir les intervenants du milieu, d'impliquer dans la création des programmes de biosécurité. Et c'est ça que j'entends par réinventer la roue. Et finalement, je vais le dire ad nauseam au cours des prochaines minutes, la biosécurité dans des zones à haute densité. Je parle nombre de sites par kilomètre carré. Ça ne se fait pas en tentant de biosécuriser chaque site. La biosécurité au niveau des sites est très importante, mais n'est pas suffisante. Il faut avoir une perspective régionale. On le voit depuis plusieurs années, il y a une progression de maladies comme l'influenza aviaire, les maladies émergentes ou réémergentes. Plusieurs maladies ont des souches nouvelles et l'influenza aviaire, ce n'est pas différent. Jusqu'à tout récemment, la diapo que j'utilisais pour montrer la progression de l'influenza aviaire allait jusqu'à 2004-2005. Et ce que vous pouvez voir là, c'est qu'il y avait une progression qui était linéaire. Maintenant, on est rendu exponentiel à toute fin pratique. Et ça, c'est une réalité qui ne va pas s'amoindrir, que ce soit ça ou d'autres pathogènes, réovirus, etc. On peut, je pense, avoir raison de dire que c'est ce qu'on va vivre au cours des prochaines même décennies. Donc, il faut être équipé, avoir des plans de biosécurité. Pour élaborer ça, il faut avoir évidemment une évaluation du risque, et c'est classique, hein, cette approche-là, évaluation du risque, gestion du risque et communication du risque. Eh bien, la communication du risque, pour moi, fait partie de la gestion du risque.
dans le domaine avicole en particulier. Alors, au cours des prochaines minutes, on va parler, je vais vous présenter des principes de biosécurité. Vous savez, il n'y a pas grand-chose à inventer ou réinventer. Les facteurs de risque, vous avez une liste ici de vecteurs, de porteurs potentiels, de sources de contamination. Elles sont très connues, mais comme on dit, le diable est dans les détails. Il faut trouver, identifier ce qui est le plus probable et travailler là-dessus dans le cadre de notre réalité régionale. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bien évidemment, on veut briser la chaîne d'infection. Alors, quelle que soit l'infection, c'est toujours la même chose. Vous avez besoin d'un agent infectieux, il doit être quelque part. Donc, il doit y avoir un réservoir et il doit pouvoir quitter ce réservoir-là pour être transmis via une porte d'entrée dans un autre susceptible comme tel. Quand on a des pathogènes comme la H5N8, on se rend compte que cette chaîne-là, elle est plutôt facile à maintenir parce qu'il y a une charge virale spectaculaire avec un pathogène comme ça. Mais il y a quand même moyen de briser la chaîne d'infection. Alors que ce soit via l'hygiène, le contrôle des nuisibles, et par nuisible là-dedans, le plus gros, c'est pas le rat de Norvège, c'est l'être humain, tant qu'à moi. Il y a évidemment le travail qu'on peut faire sur l'hôte comme tel, et évidemment le contrôle de la circulation en ferme. Tout ça, c'est bien connu, c'est important, mais c'est d'autant plus important de savoir communiquer correctement, de savoir vérifier ce qui est fait, d'avoir une formation adéquate. Et là, on parle d'andragogie. Donc, l'andragogie, c'est l'éducation aux adultes. L'adulte n'apprend pas comme l'enfant. Il faut savoir adapter la formation et aller rejoindre les personnes qui sont le plus à risque de contribuer au problème. Et finalement, il faut savoir créer des réseaux au niveau régional. J'ai été professeur aux États-Unis pendant plusieurs années, en particulier en Caroline du Nord, où nous avions une zone où, dans un rayon de 32 km, nous avions 1600 fermes. Dans ces circonstances-là, il faut absolument communiquer sur une base régulière si on veut pouvoir contrôler les pathogènes. Alors, par principe, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, on veut faire de la bioexclusion. Alors, bioexclusion, c'est éviter qu'un pathogène externe à un site se retrouve sur le site. La biogestion, bien, c'est d'éviter, si on a un pathogène dans un bâtiment, qu'il puisse être transmis aux autres bâtiments sur des sites où il y en a plusieurs. Et évidemment, le bioconfinement, c'est les mesures pour éviter, s'il y a un pathogène important d'intérêt sur un site, que ce pathogène-là puisse s'évader et aller sur d'autres sites comme tel. Alors, évidemment, les aérosols, c'est très populaire. Vous savez, aux États-Unis, on dit, durant les 10 premiers jours, s'il y a un problème, le couvoir est responsable. Si c'est passé 10 jours, après ma barre, c'est la boîte d'aliments, la compagnie qui vend les aliments, qui est responsable des problèmes. Si on ne peut pas vraiment les accuser, à ce moment-là, surtout là où j'étais en Caroline du Nord, dans le Bible Belt, là, on commençait à parler d'acte de Dieu. OK. Alors, qu'est-ce qu'un acte de Dieu? C'est une façon de dire, en tant qu'éleveur, c'est pas moi qui est responsable. C'est Dieu, c'est plus grand que moi, et entre autres le vent. On se rend compte de plus en plus, et ça c'est un exemple, la laryngotrachite infectieuse, qu'effectivement, il y a plusieurs pathogènes qui vont voyager par aérosol, et l'influenza aviaire, entre autres, jusqu'à il y a quelques années, on disait, bien, pour un pathogène relativement respiratoire, il est souvent entérique, mais relativement respiratoire, c'est quand même pas quelque chose qui voyage tant que ça. Tandis que là, on commence à avoir beaucoup d'informations qui suggèrent que l'influenza aviaire peut effectivement être propagée par aérosol. Ces études-là, comme ici pour la laryngotrachéite, ont été répétées et elles sont en train d'être faites également pour l'influenza aviaire. Bien, il y a moyen quand même de réagir, soit par des brise-vents végétaux, par, évidemment, la construction de nouveaux bâtiments, faire ça d'une façon un peu plus responsable que ce que les Américains ont fait au cours des 40 dernières années. Puis, évidemment, une coordination de la biosécurité au niveau régional. Ça, on va y revenir. Parce que là, on parle d'agents très infectieux,
Mais vous avez d'autres pathogènes, comme Salmonelle, Newcastle. Ben, Newcastle, c'est assez infectieux, mais E. coli, où on peut démontrer que dans des zones de haute densité d'élevage, lorsque les fermes, les sites sont à moins d'1 kilomètre, on est plus à risque d'avoir la transmission. Salmonelle, Newcastle, E. coli, ce n'est pas nécessairement le vent qui fait ça, mais un tas de porteurs et plutôt de vecteurs biologiques, vecteurs mécaniques. Il y en a plusieurs. Alors, on va en regarder quelques-uns. Un qui est souvent négligé, c'est les ténébrions, ce que les Anglais appellent darkling beetles. Alors, ce que vous avez en haut ici, c'est une étude que j'ai faite aux États-Unis de 0 à 6 semaines, nouvelle litière, je tiens à le préciser, parce qu'aux États, comme vous savez, ils ont tendance à réutiliser. Alors, nouvelle litière, vous voyez la progression de la population de ténébrions dans le temps. Et on sait que ces bestioles-là, lorsqu'elles sont motivées, elles peuvent voler et parcourir des distances de 2 à 3 kilomètres en une journée. Quand on a regardé, ils sont très résistantes. Hein? Une étude, on s'est dit, il y a pas de, on parlait d'éthique et de bien-être animal, il n'y a pas de comité de bien-être animal pour les insectes. Alors, on en a profité et puis on a mis ces bestioles-là dans de l'eau de Javel pure. Et oui. Pendant 10 minutes, 15% ont survécu à ça. D'accord? Et ils ont tendance, et la photo que vous voyez du bas ici, c'était, j'avais investigué un cas de H7 au Mexique et on trouvait sur tous les sites infectés énormément de ténébrions. Mais ils vont aller se cacher dans les fentes un peu partout. Quand on a une infestation, on peut le voir juste en rentrant dans le sas. Et quand on a regardé à l'intérieur, c'est la beauté d'avoir des étudiants au cycle supérieur, on leur a fait disséquer pour aller chercher l'intestin des ténébrions, et on a trouvé 17 pathogènes différents. Alors, de l'adénovirus, réovirus, salmonelle, campylobactère, coronavirus, on a trouvé un tas de choses. Donc, c'est vraiment un vecteur important à considérer. Il y a également les mouches. Alors, quand on a un problème de transmission par aérosol, des fois, ça peut être via les mouches. Les mouches peuvent se déplacer de plusieurs, 4, 5, 6 kilomètres par jour d'elles-mêmes. Moi, j'en ai vu faire 80 kilomètres en une seule journée, car c'est moi qui les avais amenés dans mon véhicule d'un site à l'autre. C'est des choses qui arrivent. Ici, il y a une étude d'un ancien étudiant à Caroline du Nord que je trouve très intéressante. Regardez d'ailleurs la croissance de la population, encore une fois, litière nouvelle, et regardez comment ça peut vraiment se dégrader assez rapidement. Alors ça, cette étude-là, elle est très simple, elle est très utile. Ici, on a pris des fientes stérilisées et on a mis des mouches en contact 15 minutes pour après les donner à bouffer à des poulets. Alors ça, c'était nos témoins. Et là, on a pris des fientes infectées avec du H5N1, la souche asiatique. Et après 15 minutes, on les a données à bouffer à des poulets. Après, en moyenne, au bout de 4,3 jours, tous les poulets étaient morts. Ici, on a fait la même chose, 15 minutes avec des fientes infectées, seulement 15 minutes. Et après, on les a mis en transit pendant 24 heures sur des fientes stérilisées, pour après nourrir des poulets. Et là, ça a pris 5,6 jours en moyenne pour que tous les poulets meurent comme tels. Et on sait également avec une étude au Japon où à 2,3 km de distance d'un site infecté, bien, 30% des mouches capturées étaient contaminées. Elles n'étaient pas nécessairement infectées, mais étaient contaminées avec le virus. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, point de vue gestion, évidemment, et c'est principalement éliminer le milieu favorable à la croissance de la population de mouches. Vous avez une liste ici, et ça inclut la gestion du fumier, la gestion des carcasses. On va y revenir dans quelques instants. C'est très important comme tel, et on se rend compte, en fait, en Amérique du Nord, de l'importance de bien gérer ces choses-là pour diminuer la population de mouches, mais également parce qu'il y a d'autres types de vecteurs qui vont utiliser le fumier et les carcasses quand c'est mal discarté, si on peut dire, dans le cadre d'un équarrissage. Alors, au point de vue biogestion,
si on parle de l'entrepôt à fumier, une étude a démontré que si c'est à moins de 200 mètres d'un site où il y a de la volaille, vous êtes 4 fois plus à risque d'avoir Campylobacter comme tel. Donc, il faut considérer cet aspect-là comme une source de contamination et donc travailler sur les entrepôts, sur les distances qu'on devrait maintenir pour diminuer le risque. Et là, évidemment, quand je parlais qu'il y avait plus que les mouches, il y a toutes ces bestioles-là, donc encore une fois, le plus gros nuisible, là, ici, qui va contribuer au problème. L'épandage du fumier. En Caroline du Nord, un peu partout maintenant, vous allez voir qu'on va faire un compostage de la litière usagée avant de l'épandre. On va même chauffer la litière. S'il y a eu maladie, on va chauffer la litière à l'intérieur des bâtiments avant de la sortir. C'est fait de façon pratiquement systématique maintenant pour diminuer les risques. L'élimination des carcasses. Alors ça, c'est intéressant pour moi parce que j'ai vu à date une dizaine de fermes en France et sur quelques sites, et je crois savoir comprendre que vous ne faites que de l'équarrissage, il n'y a pas de compostage ici. Aux États-Unis, en Virginie en particulier, en Caroline du Nord, maintenant, on fait beaucoup de compostage parce que c'est la seule façon de diminuer de façon significative les risques par rapport à l'équarrissage. Comme par exemple, j'ai fait une étude sur le coronavirus de la dinde et si on faisait de l'équarrissage versus une destruction des carcasses sur le site, on diminuait notre risque de moitié. Il y a plusieurs études comme ça qui démontrent l'importance de faire, soit de brûler, il y a moyen de le faire dans un contexte là, quand même relativement respectueux de l'environnement. On ne parle pas de simplement mettre le feu aux carcasses, mais surtout via le compostage, on peut vraiment diminuer de beaucoup les risques comme tels. Bon, je vais passer là-dessus. Je vais dire rapidement quelque chose sur les rongeurs et autres animaux sauvages. On a énormément d'études qui démontrent l'importance de ces bestioles-là sur la contamination de sites. Ici, vous avez une série où on voit l'augmentation de chances d'infection, que ce soit Campylobacter, Salmonella enteritidis, Pasteurella multocida, des écureuils. Nous, on en a un nombre incroyable d'écureuils au Canada. Ils survivent à des températures assez spéciales. Il faisait moins 15 il y a 3 semaines, avec un effet de vent de moins 28 où j'étais. Et les écureuils sont sortis. Là. Il n'y a vraiment aucun problème. Et ils sont associés, comme rats et souris, à un tas de transmission pour des bactéries, mais également au niveau viral. Alors, évidemment, ce sont des vecteurs mécaniques pour la plupart, biologiques, si on parle de Salmonella enteritidis ou Campylobacter. Et il y a moyen, évidemment, de gérer ça en ayant une approche intégrée. Je ne recommande pas les chats. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen, de différentes manières, de diminuer le contact entre les rongeurs et les animaux et également de gérer, ni plus ni moins, ces vecteurs-là comme tels. Maintenant, je vais m'attarder surtout sur le plus gros nuisible, l'être humain. Il faut se rendre compte que nous avons des industries sur roues. Tout ce qui est avicole, c'est une industrie sur roues comme telle. Et donc, ça représente un risque important. Il y a beaucoup de données là-dessus. Ici, vous voyez, pour l'influenza aviaire uniquement, un odds ratio, au rapport de cote en français, de 8,3 quand il y a des visiteurs. Tout ce qui est trait avec le linge, les cotes, les bottes, les mains, il y a une augmentation du risque si ce n'est pas bien géré. Évidemment, le partage d'équipements, un risque énorme. Et ça, on l'a vu avec beaucoup de pathogènes comme Mycoplasma gallisepticum. D'ailleurs, ici, c'est les résultats d'une étude que j'ai faite aux États-Unis où vous avez le statut Mycoplasma gallisepticum positif ou négatif. Et la question, c'était, est-ce que la cote est exigée pour les visiteurs? Oui ou non? Eh bien, ceux qui étaient positifs, 65 ne l'exigeaient pas versus 12 ici. Et vous voyez, c'était tout à fait significatif. Nous sommes en 2017.
Et nous sommes encore en train de chercher un moyen de convaincre les gens de changer de bottes, de se laver les mains et de mettre une cote lorsqu'ils rentrent sur un site pour être en contact avec des animaux. C'est notre réalité. Techniquement, bon, au Canada, que ce soit dans le port Lavalaille ou ailleurs, on va parler de 2 zones qu'on tente de préserver. Il y a la zone d'accès contrôlé. Et là, vous voyez, ça exclut là où on fait l'équarrissage, évidemment, parce qu'on ne peut pas contrôler cet environnement-là. Et ça exclut également la maison de l'éleveur, si elle est là, parce qu'encore une fois, on ne commencera pas à faire du tout plein, tout vide pour une maison d'éleveur. Tout ce qui est le reste, par contre, il faut arriver à établir. Là, je ne parle pas nécessairement d'avoir une clôture, mais de délimiter une zone et de dire, bien, ça, on va tenter d'éviter des contaminations à ce niveau-là. Et évidemment, la zone d'accès restreint, alors c'est l'accès qui est restreint, bien, c'est partout où on a les oiseaux comme tels. Et évidemment, conséquemment, on doit avoir des points d'accès contrôlés. Ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, sur une ferme comme ça, on a une zone d'accès contrôlé qui exclut un parking là où on peut avoir des véhicules, idéalement, maison, là où il y a des carissages. Et là, vous avez les aires qu'on appelle les zones d'accès restreints. Alors, pour préserver la zone d'accès restreint, qu'est-ce qu'on fait? Bien, typiquement, on va avoir des entrées, des sas, souvent en 2 zones. Au Québec, on a tendance à vouloir éliminer ça. C'est bien s'il y a un banc, si ça délimite les 2 zones, donc la zone extérieure, la zone des oiseaux, la zone propre, contaminée versus propre, en assumant que l'extérieur, c'est toujours contaminé. Ce qui est important ici, je ne parlerai pas de tout ça, là, mais c'est que le lavage des mains ou la décontamination des mains doit se faire lorsqu'on passe d'une zone à l'autre. C'est souvent pas fait. On met souvent du Purell, de l'alcool ou un lavabo du côté où sont les oiseaux. Il est un peu tard. Si vous utilisez des mains contaminées pour mettre les bottes de la ferme, pour mettre la cote de la ferme, vous avez potentiellement contaminé le linge ou les bottes. Donc, il faut savoir faire ces activités-là au bon endroit. Nous, maintenant, on parle du 3 zones. Le 3 zones, c'est essentiellement le concept de la douche, sans en prendre une vraiment, donc air contaminé, air propre, et une zone tampon ici. Alors ici, vous voyez, c'est ce qui a été fait. On a 3 zones avec les couleurs rouge, jaune et verte. C'est la porte d'entrée, c'est facile à défaire, tout est lavable, nettoyable, et c'est dans la zone tampon où il y a le lavage des mains comme tel. Alors ici, vous voyez comment on procède. Donc, si on doit décontaminer de l'équipement, on le fait ici. On passe ça de l'autre côté. On enlève les bottes ou manteaux. Dans notre cas, des fois, il y a vraiment un manteau d'hiver. Et puis là, on fait le transfert, se laver les mains et mettre le linge, les bottes de la ferme. Je n'ai pas parlé de pédiluve, mais ça s'en vient. Ça, c'est un peu extrême comme image. Mais c'est des choses que je vois fréquemment. Il y a des gens qui ont tendance à croire que les pédiluves, c'est utile. Il y a des études qui ont démontré que dans le cas de fièvre afteuse, ces choses-là, si vous êtes prêt à faire les choses parfaitement, en éliminant toute matière organique avant et en passant passablement de temps dans la pédiluve, vous allez pouvoir réduire la contamination. D'ailleurs, des études de Cindy Amos aux États-Unis a démontré qu'il fallait vraiment passer beaucoup de temps. D'ailleurs, elle suggère 5 minutes dans une pédiluve. S'il y en a qui ont déjà fait ça, vous avez plus de temps que moi. Mais son étude a démontré qu'en fait, en général, les pédiluves, c'est un milieu de contamination. D'accord? En fait, une pédiluve, pour moi, c'est ça. D'accord? Alors, je préfère un changement de botte. Ça, c'est beaucoup plus utile quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne observance. Et là, vous avez la définition d'observance. C'est le plus gros problème qu'on a en médecine vétérinaire et en médecine depuis le début des temps. Okay? Et j'aurais des données à vous présenter. Ce qui est intéressant, c'est que le manque d'observance dans le domaine avicole, les taux de manque d'observance selon ce qui est exigé, c'est tout à fait similaire
à ce qui est vu en médecine humaine. Vous pouvez avoir une situation qui est critique, comme si vous êtes en médecine humaine, vous venez d'avoir une crise cardiaque. On vous dit qu'il faut changer votre mode de nutrition, des choses comme ça, faites de l'exercice. Vous allez avoir maximum à peu près 60 à 70 d'observance pour une chose pareille. Eh bien, on a à peu près les mêmes taux d'observance quand on regarde dans le domaine avicole. Et on a regardé de très près, ça c'est l'étude de Manon Racicot, on a décidé qu'on était pour filmer les gens dans le SAS. D'accord? Alors, comment on a fait ça? D'abord, on a eu affaire à un comité d'éthique parce qu'évidemment, ça va être un nuisible pour moi. L'être humain, c'est quand même pas un insecte. Et le comité d'éthique nous a dit, vous devez absolument informer les gens qu'ils vont être filmés. Je trouvais ça plutôt déplorable. Mais ils ont dit, par contre, vous pouvez le faire, voyez-vous, vous pouvez mettre une caméra bidon, qui est ici d'ailleurs. Alors, attendez un peu, vous la voyez là en haut, qui est là où il y a les oiseaux, par exemple. Vous pouvez leur dire, on fait une étude pour voir la fréquence des visites par rapport au comportement des oiseaux ou quoi que ce soit là. Et puis, évidemment, vous pouvez mettre une caméra cachée ailleurs. Alors, ça, c'est éthique. OK? Et après, on se demande comment est-ce qu'on se retrouve avec le président Trump. Hein? Je vous fais pas dire. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé un technicien qui travaille pour les services secrets canadiens. Littéralement. Alors, lui a remplacé une vis ici. Ça, c'est une caméra. Les autres, ce n'est pas des caméras. Donc, ça donne une idée. Quand on dit que « you are screwed », bien, c'est un peu ça. Grosso modo, étant donné qu'il me reste 5 minutes, on avait 3 groupes. Un groupe, il y avait des audits aux 2 mois, et un groupe, qui est contrôle ou témoin comme tel, et il y avait un groupe avec caméra visible. Parce que là, on disait, vous êtes filmé, faites attention. Voici les pourcentages d'erreurs. Pas se laver les mains, 80 du temps. Ça, là, c'est ça que les hommes font. C'est pas vrai pour les femmes, par contre. D'accord? Ignorer les ondes, par contre, ça, là, même les femmes font ça. OK? Ne pas porter de bottes d'élevage, puis de sac, plus de la moitié. Ne pas porter de cotte alors que c'est supposé être fait, 43 du temps. Et garder les portes ouvertes, où là, on peut voir des oiseaux sauvages rentrer. Ça arrivait encore assez fréquemment. Grosso modo, regardez la distribution. Ça, c'est à court terme, les 2 premières semaines, après avoir mis en place les choses. Et 6 mois plus tard, vous voyez témoins, audits fréquents, 2 mois, aux 2 mois, et caméra visible. Essentiellement, c'est pour ça que la télé-réalité fonctionne. Les gens oublient comme tel. Ce n'est pas des taux d'observance qui sont fantastiques, mais je peux vous dire que ça, au Québec, on le retrouve en Ontario, on le retrouve aux États-Unis, on le retrouve au Mexique, où j'ai vécu, travaillé. On le retrouve, je suis sûr, en France et ailleurs en Europe. D'ailleurs, j'ai été au mois de novembre sur 4 fermes dans la région qui a été atteinte par l'influenza, là. Et sur 3 des 4 fermes, l'éleveur qui m'accompagnait ne mettait pas ses pédissacs au bon endroit. Il mettait ça du côté extérieur avant de passer par-dessus le banc. Respect des ondes, essentiellement, très peu. Alors, pourquoi qu'on manque d'observance? Il y a plusieurs raisons. Un manque de connaissances surtout. Il y a les contraintes économiques, etc. Je n'ai pas le temps de tout passer à travers ça, mais difficulté d'application, là, regardez. Extérieur, supposé avoir 2 zones ici. À moins de travailler pour le Cercle du Soleil, c'est tout à fait impossible de faire les choses correctement. Regardez ça, ça ne s'invente pas une chose pareille. Évidemment, les traits de personnalité sont extrêmement très en lien avec l'observance, et on l'a démontré avec l'étude de Manon Racicot. Alors, pour augmenter l'observance, ça prend le buy-in. Quand je parlais qu'il faut réinventer la roue, c'est très important. Il faut savoir communiquer, il faut savoir former les bonnes personnes, avoir des incitatifs positifs et non seulement négatifs, être réaliste et encore une fois, cette perspective régionale. Là, je vais peut-être prendre une couple de minutes mexicaines là, pour pouvoir terminer, c'est très important. Alors ici, regardez comment c'est utile au Mexique. Vous ne verrez pas un homme mexicain qui se respecte en short et encore moins en short rouge. OK? Alors, ça, c'est une façon de s'assurer que le vêtement de la ferme va rester à la ferme. Il y en a évidemment qui n'ont rien compris. Quand j'ai investigué le H7 en 2013, regardez le genre de densité d'élevage qu'on avait.
D'accord? Alors, je vous mets ça ici pour dire une chose qui est bien plate, mais il n'est pas possible de bioscuriser une région en bioscurisant une ferme à la fois. Alors ici, regardez, ça c'est le Québec il y a quelques semaines, il faisait moins 20, moins 25. Quand c'est tellement froid, vous pouvez voir l'air. L'air est tellement dense. Et vous pouvez voir l'air passer d'une ferme à l'autre. Là, ici, il y a 3 fermes. OK? Mais la nature, elle ne voit que ce que j'appelle en québécois un maudit beau gros site. OK? En anglais, on dit « a big, fat, juicy site ». OK? C'est quoi ça? C'est la différence entre les comptables, qui vont vous dire qu'il y a 3 fermes, et le biologique, l'épidémiologique, qui va vous dire « ben non, il n'y en a seulement qu'un ». OK? Pour le virus, pour la bactérie, il n'y a qu'un site ici. Alors, comment les pathogènes voyagent? Eh bien, ils vont faire la distance, souvent d'un site contaminé. Il va y avoir un effet de dilution, mais ce n'est pas aussi beau que ça. Ça va être dépendant, en fait, ça va se diluer, mais selon plusieurs facteurs. Vous avez ici la topographie, l'humidité, le vent, la température, la végétation, évidemment, tous les fameux nuisibles dont j'ai parlé, et évidemment, la charge virale, bactériologique, qui est en lien avec la concentration du pathogène. On sait que la distance entre les sites, c'est très important, que la densité régionale est importante. Il y a également d'autres facteurs qu'on n'a pas encore découverts. Je termine ici en vous disant que il y a 10, 20, 30 ans, on pouvait avoir des mesures individuelles sur les fermes. On pouvait avoir un trafic qui voyageait un peu dans toutes les directions et ne pas communiquer, parce que c'était un peu honteux si on avait une maladie, surtout une maladie d'importance. Eh bien, maintenant, on a un changement de paradigme, je crois. Il faut intégrer les mesures, il faut se parler pour une région donnée. Il faut avoir une gestion du trafic, il faut avoir un plan de communication, il faut mettre l'emphase sur l'observance. Ici, c'est un logiciel qu'ils utilisent en Caroline du Nord pour, en fait, séparer le plus possible les déplacements de véhicules pour aller sur des fermes. Et ils sont déjà en train de faire du zonage de production comme tel. Alors, ça peut aller jusqu'à faire du tout plein, tout vide sur 10 ou 12 sites en même temps. Je ne recommande pas ça ici. Il faut s'appeler Tyson pour faire des choses pareilles. Mais je pense qu'il faut considérer des solutions comme le microzonage, c'est-à-dire de prendre une région en particulier, de faire une analyse de réseau pour voir comment on se déplace au niveau avicole afin d'établir une stratégie régionale de biosécurité qui soit fonctionnelle. Là-dessus, je vous remercie. Merci, M. Vaillancourt, pour la qualité de votre présentation, parce que c'est ô combien d'actualité dans nos filières avicoles et de palmipèdes en ce moment, suite à l'épisode très difficile qu'on a connu, et qu'on connaît encore d'ailleurs. Et surtout, merci pour la qualité de votre présentation, parce que vous avez su animer ça d'une main de maître jusqu'au bout. Merci. Merci. Voilà, et donc, place au débat avec la salle et aux questions. Et donc là, on est un peu mieux, là. On est à 15 minutes de questions. Je vous en prie, monsieur. Oui, merci Jean-Yves Ferré, la Bovette Conseil, Réseau Cristal et SNGTV. Félicitations Jean-Pierre, on connaissait tous ton grand talent d'orateur également. Lorsque tu parles de chauffer les litières, élimination des cadavres, est-ce que tu peux détailler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, bon, les litières, pour ce qui est de litières, typiquement, ce qu'on fait, c'est surtout dans des régions comme dans le sud des États-Unis, dès que les oiseaux quittent, ils vont prendre la litière et et qu'il y a eu maladie, d'accord? Parce qu'aux États-Unis, on dit qu'on réutilise la litière, mais ce n'est pas vrai quand il y a eu une maladie d'importance, d'intérêt. Et là, je ne parle pas d'influenza aviaire, je parle de plusieurs pathogènes. Ça peut être Mycoplasma gallisepticum, ça peut être Pasteurella multocida. Il y a plusieurs pathogènes comme ça qui font qu'ils vont immédiatement, dès que les oiseaux quittent, prendre la litière et l'amener au centre du bâtiment. Et ils vont souvent traiter alors immédiatement contre les insectes, les ténébrions, etc., partout autour du bâtiment, intérieur, extérieur. Et ils vont fermer la ventilation et ils vont initier un compostage de cette litière-là sur quelques jours. Si, en plus de ça, ils sentent que ça peut être utile de le faire, ils vont également chauffer. Et là, chauffer, c'est décrit comme suit.
on met les fournaises au maximum tant qu'on n'a pas peur que les tubes de plastique fondent. OK? Et en général, là, on parle en américain d'au moins 100 degrés Fahrenheit ou tout près de 40 Celsius pendant à peu près 4 jours. Ça, on l'a déjà fait. On a déjà fait Mycoplasma gallisepticum. On ne pouvait même pas retirer la litière. Et sur plusieurs sites, on avait juste fait ça et on n'avait pas eu de contamination des oiseaux du prochain lot comme tel. Alors ça, on va faire ça. Et quand on sent qu'il y a eu un certain compostage, que ça a chauffé assez longtemps, là, on va sortir et soit ça va être mis de côté, sécurisé, ou il va y avoir un épandage. Encore là, l'épandage, ça va se faire d'une façon régulée. Autrement, en Caroline du Nord, on doit dire au gouvernement, au ministère de l'Agriculture, d'où on part avec une litière qu'on veut mettre sur un terrain et où on va le mettre. Et tout ça est géopositionné pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension des risques possibles. Les carcasses, comme telles, en Caroline du Nord, ils ont un protocole, plusieurs protocoles disponibles pour ce qui est de détruire sur le site. Dans certains cas, quand ils doivent faire des écarissages, et j'ai vu ça au Mississippi, ils vont amener un congélateur qui est assez gros pour s'occuper de la mortalité normale. Donc, évidemment, s'il y a une épidémie, c'est une autre chose. Mais de façon à ce que l'écarissage, le véhicule pour l'écarissage vienne une seule fois. Mettons, c'est chez le poulet, une fois par 6 semaines. Et ça, au fait, au Mississippi, alors qu'il fait souvent 40 degrés Celsius dehors, la gestion d'un congélateur comme ça, là, pour justifier, ça prend à peu près 7 ans pour rembourser les coûts, dans l'éventualité qu'on n'a pas vraiment réussi à stopper ou prévenir une épidémie. Mais il s'agit de penser qu'on l'a fait une fois, ça se fait assez rapidement. Il se fait beaucoup de compostage, de plus en plus, et ça se fait quand même très bien. Je l'ai vu à l'extrême en Saskatchewan. Je suis arrivé là, au 30e jour, il faisait moins 30 en ligne. Et l'éleveur m'a dit, tu sais, aller déplacer mes carcasses, mes oiseaux morts à 100 ou 200 mètres de mes bâtiments, très peu pour moi. Alors, lui a décidé de faire du compostage à l'interne. OK? Alors, il a créé, là où il y a les oiseaux, une petite station de compostage. Il n'y avait aucun écoulement, il n'y avait aucune senteur qui se dégageait de ça. C'était vraiment, et c'est très simple à faire comme tel. Je ne recommanderais pas nécessairement faire ça comme ça, surtout pas d'amener des oiseaux de d'autres bâtiments ou de sites à l'intérieur d'un autre, mais il reste que des choses comme ça se font, ils se font d'une façon très efficace. Incinérer, ils utilisent à peu près les mêmes normes que les incinérateurs pour êtres humains. Et c'est relativement cher, mais il reste que c'est fait sur certains sites. Et évidemment, ils peuvent enfouir dans certains endroits. Mais là encore, ça dépend où est la nappe phréatique, ces choses-là. Ce n'est pas partout où ils peuvent faire ces choses-là. Mais partout où on a des hautes densités d'élevage, l'équarrissage est considéré comme un risque très important. Merci. D'autres questions? Tout est clair? Oui, Tout est résolu. Moi, j'en avais une. Il y a finalement beaucoup d'insectes dans les vecteurs de transmission. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'attracteurs est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus sur la possibilité d'attirer les insectes dans des pièges plutôt que de les détruire, ce qui est aussi peut-être plus efficace ou pas du tout? Non, il se fait de plus en plus de travail là-dessus, en particulier dans le sud des États-Unis. Au Canada, à moins 15, on règle le problème des mouches assez rapidement. Mais il reste que dans les régions tempérées, là, où il fait plus chaud ou à l'année, il peut y avoir des mouches. Ils travaillent, c'est surtout ce qu'ils appellent Integrated Pest Management en anglais, n'est-ce pas? Où là, on utilise différentes approches, incluant d'autres insectes qui vont aller, le classique, là, bouffer les larves de mouches ou ces choses-là. Mais la gestion de la litière, c'est de plus en plus important en Amérique du Nord. Les déplacements de tout ça, on travaille énormément là-dessus. Il ne faut pas penser qu'on considère que c'est le principal problème.
Je pense qu'il reste que le principal problème qu'on a de contamination de sites, en fait, c'est via des activités humaines. Ça, on a énormément de données là-dessus. Dans le porc, on en a. Dans la volaille, on en a de plus en plus. Alors, c'est vraiment ce que j'appelle la vermine humaine qu'il faut savoir contrôler et gérer comme tel. Avec ce qui se passe dans le porc, avec la DEP ou avec le syndrome respiratoire, la SRRP, on le voit très bien, l'importance de ça. En plus de l'arrêt au sol, évidemment. Mais aux États-Unis, comme au Minnesota, ils sont allés avec des filtres HEPA sur des sites. Ils pensaient avoir tout réglé. C'est là qu'ils se sont rendus compte que le virus rentre par la grande porte. Alors ça, on n'y échappe pas. Et en général, c'est moins de 30 du temps qu'on a des gens qui font ça correctement pour rentrer ou sortir d'un site. Alors qu'on sait depuis des décennies comment bien le faire. Oui, bonjour. Merci. Oui. Dans l'industrie alimentaire, on utilise des lave-bottes extrêmement couramment dans tous les ateliers de transformation avec des brosses rotatives et qui utilisent de l'eau perdue et éventuellement des biocides, même des biocides très agressifs comme de l'acide peracétique ou des solutions de javel. Est-ce que vous avez rencontré l'utilisation de ce type de nettoyage de bottes en alternative des pédiluves dont vous nous dites que c'est pire que le remède est pire que le mal? Oui, il y a quelques endroits où j'ai vu qu'il y avait effectivement un système similaire. L'avantage que vous avez dans votre milieu de travail, évidemment, c'est que vous pouvez avoir comme une espèce de pédiluve sur plusieurs mètres, là où les gens vont se laver les mains, par exemple, donc ils vont passer plus de temps. J'étais en Afrique, au Burkina Faso récemment, où ils avaient mis ça en place, autrement dit, pour rentrer dans le sas, on devait se mettre nu-pieds et carrément le sas était comme une piscine. Et ça, c'était avant d'aller prendre sa douche. Hein. Et ils avaient un agent, on appelle ça un coordonnateur de biosécurité, qui nous recevait avec un 9 mm. Alors, ça faisait réfléchir. Aux États-Unis, ce qui commence à se faire de plus en plus, puis je le vois en Afrique également, au Ghana, c'est d'utiliser de la chaux. Donc, une pédiluve sèche. C'est relativement plus facile à gérer. Il y a Bob Owen aux États-Unis qui a fait des études là-dessus et qui a rapporté quand même un succès plus grand que la pédiluve classique liquide, souvent négligée. Et changer une pédiluve une fois par jour, là, c'est pas suffisant. Tout à fait. Donc, bonjour, je suis Laurence Lamotte et je vais poser une question de non-spécialiste parce que je ne suis pas du tout spécialiste de pathologie. Dans certains domaines, on parle de trame verte et de trame bleue pour préserver la connectivité des milieux. Et là, j'ai entendu que ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est l'inverse, puisque ce sont les hommes qui sont les principaux vecteurs des agents pathogènes. Alors, est-ce qu'au niveau macroscopique, il y a des réflexions pour faire l'inverse de la trame verte et de la trame bleue, qui serait de comment on fait pour empêcher la connectivité des milieux et préserver des zones à l'intérieur des territoires? Ou est-ce que ma question est un non-sens? Je ne sais pas. Il y a un petit problème culturel, là, de trame verte, trame bleue, ça ne dit rien, comme tel. C'est une gestion régionale. Explique peut-être un peu ce que ça veut dire, Laurence. Parce que... Donc, trame verte, et notamment la trame verte, c'est de se dire qu'il faut, pour préserver notamment la biodiversité, il faut préserver des zones de passage entre les différents territoires pour que les populations animales puissent s'échanger et garder des échanges entre les populations et préserver la biodiversité. Donc, c'est une façon de gérer le territoire à l'échelle macroscopique. Qui permet de ce qu'on appelle la connectivité des milieux. Et donc là, j'entends que ce qu'il faudrait faire, c'est empêcher cette connectivité des territoires pour limiter la diffusion des pathogènes, notamment au niveau humain, mais peut-être que ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est réfléchi, ça? Oui. Non, écoutez, même sous Trump, il y a un intérêt pour l'environnement aux États-Unis et au Canada. Et de préserver la biodiversité, ces choses-là, c'est fait. Je dois vous dire, avec le H5N8 présentement, on sait que des oiseaux sauvages sont contaminés et peuvent contaminer surtout des sites où les oiseaux commerciaux là, sont à l'extérieur. Alors, c'est problématique, mais encore une fois, il faut trouver des solutions adaptées à cette réalité-là.
Il n'est pas question de dire on doit éliminer la biodiversité à l'extérieur ou massacrer l'environnement, bien le contraire. Et d'ailleurs, en Caroline du Nord, à un moment donné, quand on avait le PEMS, là, le syndrome entérétique mortel du dindonneau, je pense utiliser l'acronyme anglais là, qui est pour Enteritis Mortality Syndrome, on s'est amusé à tester les dindes sauvages parce qu'on était sûr qu'ils étaient impliqués dans l'affaire. Et ces oiseaux-là n'avaient aucun pathogène. On les avait testés pour tout ce qu'on avait comme arsenal de tests, et puis il n'y avait rien. Alors, je pense que l'environnement comme tel, quand je parle de gérer les choses au niveau régional, je parle de gérer l'environnement avicole, les mouvements avicoles, pas nécessairement l'environnement, soit les animaux sauvages comme tels. C'est sûr que sur certains sites, ça peut être un problème si vous avez un étang à côté d'un site commercial puis que vous avez des canards qui arrivent de on ne sait pas où. Mais encore là, si vous avez cette situation-là, bien, il faut s'arranger pour que des employés ou tout intervenant ne va pas va aller à l'étang pour après aller être en contact avec les oiseaux à l'intérieur. Ou là où il y a des oiseaux. Comme à l'extérieur, il faut s'arranger pour éviter que les animaux sauvages puissent avoir accès à l'aliment, à l'eau, ces choses-là. Il va falloir développer des mesures, mais il ne s'agit pas de modifier l'environnement, grosso modo, surtout pas en France, où vous avez la chance d'avoir un environnement, des communautés qui sont tellement belles, qui font en sorte que vous avez beaucoup de touristes, d'ailleurs. Il faut préserver ça. C'est pas ça l'idée. Mais le trafic, le gros problème là, qu'on a de transmission, là, c'est le trafic avicole. C'est ce qu'on appelle en anglais « usual suspects ». Vétérinaires, techniciens, membres de la famille. Souvent, l'éleveur, on dirait qu'il se dit « je suis le propriétaire, les pathogènes n'auront pas le front de voyager via moi ». Je vois ça souvent. Un éleveur qui va arriver, lui, puis il traverse le sas, il dit « Bon, écoutez, vous n'avez pas trop de place, alors moi, je passe rapidement. » Et là, après ça, il m'observe pour s'assurer que je fais le changement de botte correctement. Lui, il ne l'a pas fait. Et ça, c'est une réalité que je vois. Écoutez, je fais de la consultation dans une douzaine de pays. Et à date, ce que je vous ai présenté rapidement, là, j'ai beaucoup plus de données que ça, qui vient du Québec. Et au Québec, on se dit qu'on est distinct, hein, par rapport au Canada anglais en particulier. On dit qu'on est distinct. Ben non, on n'est pas distinct là-dessus. On est comme n'importe où ailleurs. Et ce que j'ai vu à date en France est très similaire à notre réalité au Québec. Merci. On va passer à la dernière question. Bon, je me permets une question qui va dans ce sens-là. Je pense que vous nous avez convaincus, mais tout le monde était convaincu, qui connaissent un peu l'élevage, qu'un des gros problèmes, c'est la non-observance des règles. Ouais. Et par contre, ce que là où j'ai l'impression qu'on ne se pose pas assez de questions, c'est pourquoi les règles ne sont pas observées. Et dans d'autres problèmes de ce genre-là, on se rend compte que derrière cette non-observance des règles, il y a des croyances comme quoi elles ne sont pas efficaces ou elles n'apportent pas tant de réponses que ça. On n'est pas persuadé de ça. Donc je voudrais savoir si vous, persuadé de la non-observance, c'est une chose importante, vous avez essayé d'avoir des actions vis-à-vis des éleveurs pour essayer de... Est-ce qu'il faut les convaincre? Est-ce qu'il faut les faire réfléchir, etc. En tout cas, essayer de trouver une réponse à cette non-observance. Réponse courte, si possible. Oui. Alors oui. Et on sait... Bon, c'est pas tellement culturel, le problème. C'est vraiment une question de trait de responsabilité. Il y a certaines personnes, de par leur trait de responsabilité, de personnalité, de par leur trait de personnalité, sont 12 fois plus à risque de ne pas être observants. OK? Alors, ce qui se fait dans des milieux intégrés, évidemment, c'est qu'on va commencer possiblement à tester ces gens-là, pas pour les mettre à la porte, mais pour déterminer qui devrait être en contact avec les oiseaux, comme tel. Et aussi pour déterminer quel est le genre de formation, le type de formation qui serait nécessaire pour que ces gens-là réagissent correctement. Et quels sont les incitatifs? Je parle d'incitatifs positifs et négatifs. Le négatif, c'est très simple, c'est tu es dehors. On te fout à la porte. Alors ça, c'est un incitatif classique négatif. Mais les données ont démontré que la moitié du temps, les intervenants en ferme ne savent même pas les conséquences d'un manque d'observance. Ne savent pas qu'ils risquent d'être mis dehors, première des choses. Il y a un tas d'incitatifs positifs. Il s'agira de m'offrir un verre de vin. Je vous en donnerai beaucoup d'exemples.
des choses qui ne coûtent pas tellement cher et qui peuvent être très valables pour augmenter l'observance comme telle. OK? Alors, il y a plusieurs façons d'approcher ça, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle en anglais un silver bullet. Bon, je pense qu'on est obligé d'arrêter là. Je sais qu'il y a encore des questions, mais essayez de poser la question à Jean-Pierre après la pause déjeuner. Sinon, je suis ici jusqu'à demain. Le temps. Merci beaucoup. Merci. Jean-Pierre.